Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Diapason Tech. La chaîne qui rend la technologie plus passionnante, en traitant de tous les sujets tech. Et en vous communiquant toutes les infos qui vont vous mettre au diapason de la technologie. N'hésitez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pouvez-vous imaginer de nos jours le monde de la technologie sans le géant coréen Samsung? 400 000 employés, répartis dans 6 grandes filiales comme Samsung Electronics, la plus connue du grand public, et plus de 222 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Cependant, au début des années 30, Samsung n'avait pas encore vu le jour. Cette entreprise coréenne est née en 1938 avec seulement $27, l'équivalent d'environ 30 millions. Son fondateur Lee Byung-chol a essuyé de nombreux échecs, mais aussi des pertes financières colossales, avant de réaliser l'impossible et devenir le premier PDG de l'empire Samsung. Installez-vous bien, aujourd'hui on va découvrir ensemble l'histoire de Samsung et de son fondateur Lee Byung-chol. Des débuts difficiles et modestes à ce grand empire que nous connaissons aujourd'hui. Un véritable success story coréenne. Lee Byung-chol est né le 12 février 1910. Son père était un riche propriétaire terrien, qui avait une grande ferme qui produisait d'énormes quantités de riz. Étant jeune, il a commencé par étudier les grands classiques coréens, dans la bibliothèque de son grand-père. Puis en 1919, il est reconnu pour ses études coréennes, et transféré en 3e année de l'école primaire publique de Jisoo. Son cursus à l'école primaire a été marqué par de nombreux transferts, et des notes moyennes. Après l'école primaire, il s'est inscrit au collège. On raconte que ses notes y étaient excellentes. Le 5 décembre 1926, alors que Lee, 17 ans, était en 3e année du East Middle School, il épousa Dual Park. Après son mariage, vers la fin du premier semestre de 4e année de collège, au lieu de terminer ses études, Lee a soudainement décidé de continuer ses études au Japon. Quand il informa son père de sa décision, il a été sévèrement réprimandé. De ce fait il ne pouvait obtenir aucun soutien financier de ses parents, pour son projet d'études au Japon. Mais il ne lâcha pas prise, et demanda un prêt de 500 won à un voisin qui accepta. En octobre 1929, après 3 ans de préparation aux études à l'étranger, il s'inscrit à l'université Waseda de Tokyo, avec une spécialisation en économie politique. Quand il a commencé, on dit qu'il a étudié très dur. De plus, chaque fois qu'il avait du temps libre, il visitait de nombreuses usines différentes pour apprendre le plus possible sur l'industrie japonaise. Malheureusement il attrapa le beriberi, une maladie qui l'épuisait facilement. Il se fatiguait très vite même après avoir lu un petit livre. Finalement, en 1931, il abandonna ses études au Japon et rentra chez lui pour se faire soigner. Lee déclara plus tard, « Je n'avais pas l'intention de poursuivre des études en étudiant, je savais juste à quoi ressemblaient les études théologiques à Tokyo, et j'ai appris à connaître les pensées de ces gens. » Après être retourné dans sa ville natale pour récupérer, il s'est rétabli. Cependant, après cela, Lee, qui n'avait rien à faire dans sa ville natale, est tombé dans le jeu avec ses amis. Puis un jour de 1934, Lee qui a joué au domino chinois toute la journée comme d'habitude, rentra tard le soir. Cette nuit-là, le clair de lune venait d'une fenêtre de sa chambre. Il a vu les visages de ses 3 enfants endormis avec le clair de lune sur eux. À ce moment-là, il eut un réveil. Selon une rétrospective ultérieure, il est resté éveillé pendant quelques jours avec regret et peur, en disant « C'était vraiment une perte de temps. Nous devons nous décider rapidement. » Déterminé à se lancer dans les affaires, il en fait part à son père quelques jours plus tard. Puis le père a généreusement donné de l'argent à son fils sans dire grand-chose. Muni de son fonds d'investissement, Lee sillonna toute la Corée à la recherche d'un article commercial fiable. Puis en 1936, il décida de se lancer dans le commerce de riz.
Ainsi, avec deux de ses amis, il crée une rizerie coopérative. Lee obtient un prêt de la Bank of Masan, et a commencé à étendre ses terres. Grâce à cela, il est devenu un grand propriétaire terrien. Il a fait grandir son entreprise, récoltant 10 000 sacs de riz par an. Malheureusement, le 7 juillet 1937, le Japon envahit le territoire chinois et la guerre sino-japonaise éclata. Lorsque la guerre a éclaté, la banque auprès de laquelle Lee a obtenu son prêt a cessé de prêter. En plus de cela, le prix des terres a beaucoup chuté en peu de temps. Finalement, Lee était complètement fauché. Il a obtenu un succès incroyable, puis a tout perdu en un clin d'œil. En plus de son solide mental, Lee Byung-chul avait un partisan fiable. Son père, qui lui a de nouveau donné la somme de 30 000 won, environ 27 $. Ainsi, avec seulement 30 000 won, Lee a lancé Samsung en tant que société commerciale, basée dans une ville appelée Daegu en 1938. Avec 40 employés, Samsung a commencé comme une épicerie, commercialisant et exportant des produits dans et autour de la ville. Il vendait du poisson et des légumes coréens séchés, ainsi que ses propres nouilles. En coréen, Samsung signifie 3 étoiles. Ce nom a été choisi par Lee parce qu'il voulait que Samsung devienne puissant et qu'il dure éternellement, comme des étoiles dans le ciel. Après la guerre de Corée, Lee a ouvert une raffinerie de sucre à Busan, avant de se développer dans le textile, et de construire ce qui était, à l'époque, la plus grande filature de laine de Corée. Cette diversification précoce est devenue une stratégie de croissance réussie pour Samsung, qui s'est rapidement développée dans les secteurs de l'assurance, des valeurs mobilières et de la vente au détail. Après la guerre, Samsung s'est concentré sur le redéveloppement de la Corée, en particulier l'industrialisation. Dans les années 1960, Samsung est entré dans l'industrie électronique, avec la formation de plusieurs divisions axées sur l'électronique. Samsung Appareils électroniques, Samsung Électromécanique, Samsung Corning, Samsung Semi-conducteurs et télécommunications. Ainsi, en 1970, Samsung, en partenariat avec Sanyo, commence la production des premiers téléviseurs noirs et blancs, et a étendu sa portée à la construction navale, à la pétrochimie, et aux moteurs d'avion. Durant cette même période, Samsung a également produit des téléviseurs noirs et blancs à transistors, des téléviseurs couleurs, des réfrigérateurs, des calculatrices de bureau électriques, et des climatiseurs. L'entreprise s'agrandit de plus en plus et atteint le cap des 5 millions de téléviseurs produits. Entre 1980 et 1986, Samsung s'est étendu à l'Allemagne, au Portugal et à New York. Et plus tard à Tokyo et au Royaume-Uni. L'entreprise s'est entre-temps développée dans la production des ordinateurs personnels, et dans les systèmes de téléphone et de fax. Samsung s'est aussi positionné comme un leader dans la fabrication de semi-conducteurs. En 1987, le fondateur Lee Byung-chul décéda à l'âge de 87 ans. C'est son fils Lee Kun-hee, qui lui succéda à la tête de la firme. La décennie suivante a apporté une croissance et des réalisations supplémentaires. Samsung, rapidement devenu un leader mondial de la production de puces, a formé Samsung Motors et a commencé à produire des téléviseurs numériques. L'entreprise a également commencé à investir massivement dans la conception et la fabrication de composants pour d'autres entreprises. Il cherchait à devenir le plus grand fabricant mondial d'électronique grand public. Samsung est entré sur le marché du téléphone avec le SPH 1300, un premier prototype d'écran tactile sorti en 2001. La société a également développé le premier téléphone à reconnaissance vocale en 2005. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, Samsung a acquis des sociétés qui développaient des technologies pour les appareils électroniques. En 2011, Samsung a lancé le Galaxy S2, suivi en 2012 par le Galaxy S3, l'un des smartphones les plus populaires au monde. L'année 2012 a également marqué le fait que Samsung est devenu le plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde, avec l'acquisition de M-Spot pour offrir du divertissement aux utilisateurs d'appareils Samsung.
La société a fait d'autres acquisitions au cours des années suivantes, y compris des organisations, qui l'aideraient à élargir ses offres, dans les domaines de la technologie médicale, des téléviseurs intelligents, des écrans OLED, de la domotique, des solutions d'impression, des solutions de paiement et de l'intelligence artificielle. De 1938 à aujourd'hui, Samsung n'a cessé de grandir. Son fondateur Lee Byung-chol, malgré les nombreux échecs et épreuves, a toujours su se relever. Finalement, comme il l'a voulu, Samsung est devenu une étoile. Éternelle peut-être. Mais sûrement haut, puissante et brillante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce j'aime pour soutenir la chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre actualité. Au revoir, et à bientôt.